Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, en ce lundi matin, nous allons parler latin, puisque lors de cette table ronde, nous allons aborder le sujet Homo economicus est Homo ecologicus, en posant évidemment la question. Donc l'enchaînement de catastrophes climatiques, l'effondrement de notre capital naturel ont des conséquences économiques importantes. L'effondrement de valeur, de la valeur de nombreux actifs, une forte volatilité sur les marchés face à l'incertitude, sans parler du coup de la gestion des dégâts et la multiplication des plans de relance. Il semblerait que la rationalité économique soit radicalement écologique. Alors effectivement, pourquoi l'homo economicus ne change rien, ou en tout cas si peu, si lentement? Alors pour en débattre, je vous présente le panel que nous avons ce lundi matin. Avec Antoine Cyr. Alors vous êtes directeur de l'engagement et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous avez dirigé pendant 16 ans la communication du groupe BNP Paribas. Vous avez piloté l'élargissement de ses engagements sociétaux. En 2013, vous avez quitté BNP Paribas pour vous consacrer à la rédaction d'un ouvrage historique sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner. C'est un livre qui avait un parti pris assez féministe, qui reposait sur notamment pas mal d'analyses des travaux des féministes américaines sur ce sujet. Voilà, pour ceux qui ont envie de lire Antoine Cyr, n'hésitez pas. Depuis 2017, du coup, vous avez été nommé, comme je l'ai dit, directeur de l'engagement et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Emeline Stevenard, vous êtes directrice de l'Impact Tank, donc vous avez été nommée depuis le début de l'année, donc c'est une nomination assez récente, donc dans ce think tank dédié à l'évaluation d'impact des innovations sociales et environnementales, à l'initiative du groupe SOS. Et donc vous êtes experte en évaluation d'impact social. Vous avez été associée auprès de la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC jusqu'en 2018. Vous avez cofondé Kimso en 2014. Peut-être que vous y reviendrez. Donc un des premiers cabinets d'évaluation de l'impact social. Et pour ça, vous avez contribué à la création de nombreuses méthodologies telles que la méthode MESIS, donc mesure et suivi de l'impact social. Vous avez co-créé en 2015 la branche française de Social Value International, un réseau d'experts d'évaluation d'impact social. Bienvenue. Professeur Marc Fleurbet, vous êtes professeur à l'économie de Paris, co-directeur du CRS. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Beyond GDP notamment, puisque c'est pour en citer un, avec Didier Blanchet. Et vous êtes actuellement éditeur associé de Philosophy and Public Affairs, ainsi que Politics, Philosophy and Economics. Et vous êtes un des initiateurs du panel international sur le progrès social et auteur principal de son manifeste pour le progrès social, qui a été publié en 2018. Donc peut-être que aussi vous y reviendrez. Et je note quand même que vous avez été auteur principal, coordonnateur pour le 5e rapport du GIEC. Particulièrement intéressant pour le sujet qui nous anime ce matin. Voilà, et donc Bertie Nocchi, vous êtes vice-présidente, vous intervenez en tant que vice-présidente du Forum pour l'investissement responsable. Vous travaillez aussi chez Sycomore, puisque depuis 2015, vous dirigez l'équipe investissement durable et responsable. Et vous gérez 2 des fonds ISR de la société, je vous laisserai peut-être y revenir. Vous avez publié, vous avez à votre actif plusieurs publications, comme par exemple la stratégie pour la réforme des subventions aux combustions fossiles, leçons pratiques du Ghana, de la France et du Sénégal. C'est un sujet qui m'a marqué par rapport à la conversation qu'on aura tout à l'heure. Bienvenue. Et en ligne, alors je ne le vois pas, professeur Laurent Deville, mais je sais qu'il est là. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de finance, vous êtes directeur de la filière Financial Economics à l'EDEC Business School, à l'EDEC, et pour enseigner des cours de produits dérivés. Vous êtes docteur en sciences de gestion et vous avez été chercheur au CNRS pendant 11 ans. Voilà. Donc bienvenue. Bienvenue à tous. Donc on peut commencer l'échange. Hein. Je le rappelle, l'idée c'est de pouvoir échanger par d'abord des questions et ensuite toutes celles et ceux qui nous regardent pourront poser des questions pendant les 20 dernières minutes de cette table ronde. Et moi je me présente, je suis Pierre-Alix Binet, je travaille chez Finance for Tomorrow, l'initiative finance verte et durable de la place de Paris dans l'objectif de promouvoir la finance durable et de mobiliser l'écosystème de la place financière de Paris. Enchanté à ceux qui nous regardent. Première question pour Antoine Cyr. L'urgence climatique se matérialise chaque jour davantage et la question posée lors de cette table ronde est justement
pourquoi l'homo economicus change-t-il si lentement face à l'urgence climatique? C'est une question qu'on se pose souvent. La transformation du modèle et des activités du secteur financier est une condition nécessaire et les acteurs développent déjà de nouvelles pratiques et de nouvelles offres. Alors des banques comme la vôtre, là où vous travaillez, la BNP, mais comme d'autres aussi, la Banque Postale et bien d'autres ont souhaité placer l'engagement en nommant des directions de l'engagement au cœur de leur stratégie. Mais est-ce que c'est suffisant? Et est-ce que la dynamique inédite apportée par la finance durable est-elle d'ampleur suffisante pour répondre à l'urgence posée par les objectifs de développement durable de l'ONU et l'accord de Paris qui date déjà de 2015? Bonjour. Alors, non, c'est certainement pas suffisant parce qu'on sait très bien tous que collectivement, on doit aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. En revanche, en 40 ans de vie professionnelle, je n'ai jamais vu une transformation qui était aussi rapide que celle-là. Donc, à la fois, c'est pas assez vite, c'est pas assez, et en même temps, j'ai rarement vu, que ce soit dans la finance ou dans d'autres domaines, une transformation aussi rapide que celle qui est en cours actuellement. Et je pense que ça pose le vrai problème derrière nous, qui est que plus on rentre dans le réel, plus on met le doigt dans l'engrenage du réel, et plus l'immensité des chantiers de transformation qu'on a à mener sont importants. Par exemple, pour nous, concrètement, nous, on est une banque. Donc, le métier de banque, on parle de finance, etc. Mais le métier de banque, finalement, il faut rappeler ce que c'est. Ça consiste à mettre l'argent des uns au service des projets des autres et ensuite permettre à l'économie de fonctionner, de tourner, aux chaînes d'approvisionnement d'exister. On l'a vu pendant le Covid. Là, par exemple, BNP Paribas, pendant la crise du Covid, on a investi 400 milliards d'euros dans les économies. On a mobilisé, parce qu'il y avait de l'obligataire aussi, mais on a mobilisé 400 milliards d'euros pour les économies européennes. Et en fait, c'est là pour faire tourner l'économie. Donc, pendant des années, notre principal critère, c'était un critère financier qui était principalement lié à la solvabilité des gens à qui on prêtait. Il fallait savoir, est-ce qu'on prétend à telle ou telle entreprise, à telle ou telle personne? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que le projet a une chance d'aboutir? Et est-ce que la personne a une chance de nous rembourser et de se retrouver, voilà, enfin, que tout ça soit vertueux pour tout le monde. Aujourd'hui, on est en train d'introduire clairement de nouveaux critères dans ces chaînes de décision. Je dirais pour la première fois depuis les Phéniciens, on est en train de s'occuper de faire du crédit avec des critères différents, ce qui veut dire avec des informations différentes. Une banque, c'est une formidable machine à brasser de l'information. Je rappelle que le principal poste de dépense dans une banque comme BNP Paribas, c'est l'informatique. On dépense 6 milliards d'euros d'informatique par an. Et donc tout ça, c'est destiné à informer, à échanger des informations, à échanger des datas, à échanger tout ce qui va nous permettre chaque jour de prendre des milliers, voire des dizaines de milliers de décisions avec des critères. Et donc, évidemment, dans certains cas, on travaille sur des industries massives avec un petit nombre de décisions et donc, si je puis dire, on peut travailler à la main. Par exemple, quand on a décidé l'année dernière de quitter immédiatement, parce que je rappelle que c'est pas en 2030 ou en 2040 qu'on le fait, qu'on a décidé de quitter immédiatement les entreprises qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient pas un plan de sortie du charbon qui les amenait à en être sortis totalement en 2030 ou en 2040. C'est quelque chose que vous pouvez décider parce que ça assez vite finalement, parce que ça s'applique à un petit nombre d'acteurs dont la situation est extrêmement bien connue. Déjà, quand vous élargissez à tout le secteur de l'énergie, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un nombre d'acteurs beaucoup plus importants qui sont en situation, certains de transition, certains qui investissent massivement dans la transition, d'autres pas. Donc il faut à ce moment-là avoir des connaissances encore beaucoup plus approfondies. Et quand vous élargissez ça à l'ensemble de l'économie, et que bien entendu, vous ne voulez pas limiter votre effort tant que vous êtes en train de le faire au sujet climatique, mais vous voulez aussi introduire la biodiversité, mais aussi les droits sociaux, les droits humains et l'impact sur les communautés
qui sont qu'on des revient de critères loin. très importants. Parce que tous ces sujets-là n'étaient pas abordés encore. Bien entendu, mais il n'était pas non plus l'exigence si je puis dire, que faisait porter la société à la fois sur les entreprises, sur ceux qui les financent, mais aussi sur les consommateurs, enfin sur tout le monde, n'était pas la même. Donc on est face à un chantier de transformation qui est un chantier absolument titanesque. Il est tout à fait exact que par rapport aux défis climatiques dont la prise de conscience collective remonte à quelques années, hein, je pense que bien sûr, on sait très bien qu'il y a eu des manifestations pour le climat aux États-Unis en 1970, mais globalement, c'est quand même globalement l'accord de Paris en 2015 qui donne vraiment le départ de cette prise en masse et de cette prise de conscience. Donc on a une transformation extrêmement importante à faire. Il est exact qu'elle n'est pas assez rapide, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle est aussi en train de s'accélérer et que c'est un mouvement qui, de toute façon, ne peut fonctionner que s'il est assez collectif. Donc voilà, désolé de ma réponse, elle est un peu... Non, mais c'est une bonne introduction. Elle est un peu ambivalente, se heurter au réel. Mais je pense que voilà... C'est une forme de rationalité. C'est vrai que, voilà, oui, c'est ça. Et donc, le réel, c'est pas accepter la fatalité du réel. C'est simplement reconnaître que bouger le réel c'est systémique, complexe, et ça prend du temps. Exactement. Merci beaucoup, Antoine Cyr. Laurent, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes en ligne. Pour poursuivre ces premières questions introductives, l'urgence climatique nous oblige à accompagner la transformation de l'économie réelle vers un modèle décarboné et inclusif, on le voit. Pour atteindre cet objectif, il existe un besoin croissant de profils seniors en finances durables, mais la demande peine à trouver des candidats formés et qualifiés qui pourront en tout cas porter la transformation d'ampleur dont vient de parler Antoine Cyr. En parallèle, l'engagement pour la finance durable est devenu un enjeu d'attractivité pour les jeunes qui sont, eux, de plus en plus sensibles aux questions environnementales et sociales. Pouvez-vous nous montrer de là où vous êtes, puisque vous représentez ce matin l'EDEC, nous montrer en quoi il y a un besoin réel de compétences pour opérer la transition et quels en sont les enjeux? Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Oui, Très ça bien. a l'air. Merci OK. beaucoup. Donc, oui, en tant que directeur académique des formations en master en finance à l'EDEC, on est en un sens au cœur du problème. On est au cœur du problème parce que on est en train de former les professionnels de demain de l'industrie financière. Et cette décision a été prise à un moment de se dire à quel moment, en tant que formation en finance, on décide d'intégrer ces dimensions-là dans le cursus des étudiants. Vous nous dites qu'il y a une demande de la part des étudiants pour des contenus liés au changement climatique, liés à l'inclusion. Malheureusement, j'en suis pas si convaincu que tous nos étudiants se soient déjà projetés dans cette dimension-là. Et donc nous, c'est notre rôle et c'est notre responsabilité d'arriver à aider nos étudiants à se projeter dans cette dimension, à se dire que leur travail dans 5 ans, dans 10 ans, dans une grande banque d'investissement, dans des boutiques, va nécessairement inclure cette dimension de changement climatique. Et donc d'arriver à se projeter dans un avenir qui est encore incertain. Et vous posiez la question à Monsieur Cyr, de dire voilà, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Et effectivement, ça prend du temps et ça prend du temps aussi pour nos étudiants parce qu'ils sont en train de se former aujourd'hui pour les métiers de demain. Et comme la transition est lente, une question, si on parle de rationalité, pour les étudiants, la question c'est quand même de se dire, est-ce que moi en tant qu'étudiant, je vais apprendre la finance telle qu'elle a été enseignée depuis 30, 40, 50 ans, ou la finance de demain? Est-ce que c'est pas un peu tôt pour moi? Est-ce que c'est pas un peu tôt pour ma carrière? Mais Laurent Deville, justement, par rapport à ça, concrètement, est-ce que ça veut dire que lorsque vous ouvrez un cours de finance durable, par exemple, à l'EDEC, est-ce que ça veut dire que il n'y a pas d'étudiants qui s'inscrivent à ce cours? Alors, c'est une question très intéressante. Le choix qui a été fait à l'EDEC, c'est de ne pas proposer ces contenus comme des contenus électifs. Ça a été justement d'imposer ces contenus à l'ensemble des étudiants qui font de la finance. Donc, on a introduit un cours, il y a maintenant 3 ans, qui leur présente la science du climat et qui va jusqu'à la finance du climat, et se dire, ce cours, c'est obligatoire pour tous. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ça a été un premier choix. Et le deuxième choix, ça a été d'ouvrir des cours plus spécifiques, plus spécialisés. Et en particulier, dès cette année, on ouvre
une année intégrale de spécialisation dans un MSI en partenariat avec l'école des mines ParisTech, changement climatique et finances soutenables. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu de difficulté à remplir ce diplôme-là, mais ça reste un diplôme de niche. C'est obligatoire. Donc il y a un côté obligatoire et un côté optionnel. C'est-à-dire le côté obligatoire, c'est tous les étudiants doivent être conscients des enjeux climatiques et des enjeux sociaux auxquels on fait face. Et puis il y a le côté optionnel, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être un expert de ce domaine-là? Moi, notre point de vue à l'EDEC, c'est de se dire que tous les étudiants vont avoir besoin d'une compréhension. On n'est peut-être pas arrivé au moment où tous les professionnels de la finance doivent être des experts du changement climatique et de l'inclusion, mais je pense que ça va arriver. Et c'est pourquoi tous nos professeurs intègrent des contenus de changement climatique dans leurs cours. Merci beaucoup. Professeur Marc Fleurbet, les calculs du bien-être social tiennent pour référentiel l'être humain et déterminent la valeur des écosystèmes par les services que ces systèmes rendent à la population. Donc c'est une approche assez anthropocentriste qui existe. Et cette approche, par cette approche, il est en principe possible d'établir des solides normes de gestion que nous connaissons, vertueuses de l'environnement. Et pourtant, nous pouvons nous poser la question, de quel droit l'espèce humaine s'arroge-t-elle le privilège d'être la seule source de valeur sur Terre ? En effet, avec la réémergence, en tout cas, du sujet de la biodiversité et de son financement, cette réémergence conduit plusieurs institutions liées à l'Union européenne, l'IPBES, à parler de la valeur intrinsèque de la nature parallèlement aux contributions qu'elle apporte à l'espèce humaine et à une qualité de vie acceptable. Donc, dans un article très récent, vous vous êtes interrogé sur la possibilité d'éliminer l'anthropocentrisme des calculs du bien-être. En quoi ce que vous proposez permettrait de répondre aux enjeux de notre temps ? Oui, alors, nous vivons un grand changement culturel, et pas seulement dans le monde de la finance, mais dans la société dans son ensemble, qui vient de la prise de conscience qu'il y a des limites planétaires, hein, c'est l'expression retenue dans le jargon des géosciences, et qu'il y a aussi une grande interdépendance entre les êtres vivants. Nous dépendons des autres espèces pour les services écosystémiques, comme le dit l'IPBES. Alors, pour être franc, sortir de l'anthropocentrisme n'est pas, en principe, en théorie, absolument nécessaire pour bien prendre soin de la nature. Nous savons que nous dépendons de ces services écosystémiques de façon assez forte. Pour prendre juste un exemple, en matière d'alimentation, une alimentation qui est basée sur une agriculture extensive ou sur un grand usage de viande est mauvaise pour l'environnement. Elle est aussi mauvaise pour la santé. Beaucoup de pesticides, beaucoup de matières grasses et autres qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, ce qui est bon pour la santé des humains est aussi bon dans ce secteur-là, assez largement, pour la nature. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des tensions qui restent, ça n'est pas complémentaire dans tous les domaines, et il y a des tensions notamment assez fortes sur la question de l'espace, de l'habitat. L'expansion de l'habitat humain, bien sûr, est en tension, est en contradiction avec les besoins des espèces naturelles. Mais même si on regarde simplement, pour rester dans un point de vue anthropocentrique, le consentement à payer des gens pour prendre soin de la nature, pour réduire les pratiques qui sont mauvaises pour le bien-être animal, il n'est pas négligeable du tout. Les enquêtes en France montrent que pour un certain nombre de mesures assez basiques, les gens sont prêts à payer sur l'ensemble de la population française peut-être 2 milliards par réforme. Donc c'est pour chaque réforme. Donc si on additionne tout ça, l'addition de ces consentements à payer est compliquée à faire, mais ce sont quand même des montants assez considérables. Donc, en théorie, si on restait dans l'approche anthropocentriste, on pourrait avoir une bonne gestion de la nature. Mais c'est quand même intéressant de s'interroger, comme le font les philosophes, comme les philosophes l'ont fait avant les économistes, sur une question qui est au fond, pourquoi ne considérer l'espèce humaine que comme le seul lieu de valeur? Il n'y a aucune bonne justification à cela, même de certains points de vue religieux qui placent l'espèce humaine au sommet de la pyramide. Les autres espèces ont aussi leur place dans le schéma divin. Donc il n'y a pas vraiment de justification profonde
à l'anthropocentrisme. Au fond, l'anthropocentrisme est peut-être le dernier avatar de ce que nous avons connu dans le passé et que nous connaissons encore sous forme de racisme, sous forme d'attitude patriarcale, etc. Donc nous avons besoin d'intégrer de plus en plus, d'élargir le cercle des êtres qui méritent le respect, qui méritent une considération égale, bien sûr, avec des différences, et les animaux ne sont pas tous, et les espèces végétales sont encore plus loin de nous dans le cousinage biologique. Mais effectivement, c'est une attitude, c'est un changement d'attitude qui est sans doute juste en soi, qui est la seule approche théoriquement justifiée, mais en plus, et pour répondre à cette fois à votre question, qui est peut-être nécessaire du point de vue de la dynamique politique pour vraiment enclencher les changements. Parce que c'est rationnel de se questionner sur l'anthropocentrisme et de pouvoir justement le dépasser. C'est-à-dire que pour motiver les gens, les acteurs aux différents niveaux, y compris les responsables politiques, ce changement culturel, plus il est profond, plus il facilite les choses. Donc reconnaître les limites planétaires, c'est une chose. Reconnaître que notre place dans le cosmos, c'est une place plus modeste que ce que nous imaginions avant, c'est plus profond et ça peut aider à renforcer la dynamique pour une attitude plus responsable. Voilà. Alors concrètement, donc ce que nous avons fait dans l'article que vous citiez consistait à se poser la question, nous avons en économie des mesures, différentes approches qui sont multiples pour mesurer le bien-être humain. Est-ce que ces approches sont transposables à d'autres espèces? Est-ce qu'on pourrait assez facilement élargir le cercle et construire ce que nous appelons des fonctions de bien-être social, qui font la synthèse sur l'ensemble de la population humaine du bien-être? Est-ce que nous pourrions y inclure d'autres espèces? Et la réponse, j'avoue que j'ai été assez surpris, et j'ai coécrit cet article avec une biologiste, la réponse a été finalement, ce n'est pas très difficile. Oui, la plupart des méthodes sont transposables. Et les animaux, on peut parler pour la plupart des espèces, on peut parler de préférence de l'individu au même titre que les économistes étudient les préférences du consommateur. Donc c'est assez remarquable et donc c'est faisable. C'est un chantier qui commence. Ce que nous avons fait dans l'article est juste quelques pas de méthode, mais aller vraiment vers des applications reste très largement à faire. Et je pense que pour rassurer ceux que ce pas méthodologique et culturel effraie un peu, il faut reconnaître que, bien sûr, la souffrance humaine va rester la priorité pour nous. Donc il ne s'agit pas de faire des arbitrages qui mettraient la préservation d'une espèce plus ou moins négligeable en contrebalance avec des grandes souffrances humaines. Mais par contre, nous avons beaucoup de nos congénères qui sont dans une situation très confortable, leur demander de faire un effort en faveur des autres espèces, en faveur d'un habitat, d'une gestion de l'habitat plus responsable, serait effectivement une bonne chose. Merci beaucoup. C'est vrai que quand on parle d'Homo economicus, d'Homo ecologicus, on parle de l'humain et on s'est interrogé ensemble, lorsqu'on a préparé cette table ronde, à la dimension sociale. Et c'est vrai que les concepts clés en matière d'écologie se sont progressivement construits sur un principe de transversalité. Je pense au développement durable, à l'ESG, l'environnement, le social, la gouvernance, les objectifs de développement durable. Tous ces concepts nécessitent de prendre en considération à la fois les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Pour autant, pour la majeure partie de la population, la dimension sociale, en tout cas, n'apparaît pas de façon explicite. Même d'un point de vue opérationnel, le secteur financier a été beaucoup moins prolifique en termes de méthodologie, d'outils dans la dimension sociale que dans la dimension environnementale. Et ce constat interroge lorsqu'on observe que le changement climatique et les politiques mises en œuvre pour y faire face a des implications sociales majeures sur la santé, l'emploi, la productivité, la répartition des richesses. Alors, Bertille Inoki, justement, vous êtes vice-présidente du Forum pour l'investissement responsable, le FIR, qui porte la nécessité pour les acteurs financiers d'inscrire justement la transition juste au cœur de leur démarche. Alors qu'est-ce que la transition juste et en quoi est-ce fondamental selon vous? Bonjour à tous. Donc, en effet, je pense que vous avez tout à fait raison de souligner qu'aujourd'hui, dans le monde de la finance, l'énergie qu'on a pu déployer, les moyens qu'on a pu déployer pour mesurer l'impact sur les hommes et les femmes
de telle ou telle mesure est aujourd'hui bien moindre par rapport à l'énergie qu'on a déployée sur les critères environnementaux. Et il peut y avoir une apparente objectivité à analyser des tonnes d'émissions de CO2 équivalents. Alors que c'est vrai que ça devient tout de suite beaucoup plus personnel, beaucoup plus culturel quand on touche au social. Je pense que c'est une des raisons qui fait que ce soit dans le monde de la finance, mais comme dans le monde réel, le monde politique, on fait souvent passer cette question-là au deuxième plan. Et d'ailleurs, preuve en est, la Commission européenne, dans son plan d'action de mars 2018, a dit qu'on commencerait par classifier les grandes activités économiques d'un point de vue environnemental et d'un point de vue changement climatique, pour ensuite s'atteler à une taxonomie sociale des activités. D'ailleurs, le premier rapport a été publié au mois de juillet. Donc c'est rationnel de s'occuper du social, finalement, puisque même la Commission européenne en fait justement Alors on y vient, on y vient. Ouais. Ça arrive 3 ans plus tard, mais on y vient. On est encore plus lent que pour l'environnement. Mieux vaut tard que jamais. Et en effet, il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet-là. Et ce qui est important, alors pour revenir à la transition juste, il faut se poser la question de quelle transition. On parle beaucoup du climat, et en effet, comme vous l'avez très justement rappelé en parlant d'écosystèmes, il n'y a pas que le climat et de limites planétaires. Aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience, alors c'est pas du tout nouveau, mais dans le monde financier en tout cas, que la biodiversité c'est important et qu'il y a un effondrement de cette biodiversité. Dans les limites planétaires, on a aussi des perturbations du cycle de l'azote et du phosphore, par exemple. C'est vrai que c'est des choses dont on parle encore très peu, voire pas du tout, dans le milieu financier. Pourtant, c'est des limites planétaires qui sont bien réelles et auxquelles on va devoir s'atteler. Donc la transition, voilà. Pour moi, c'est une transition qui n'est pas uniquement énergétique et climatique, mais qui est aussi une transition écologique. Et ensuite, on peut se poser la question de transition pour qui, puisqu'on parle de... Alors bien entendu, il faut qu'on développe un monde qui soit économiquement, environnementalement viable, vivable et équitable. Donc pour les travailleurs, juste pour les consommateurs, juste pour les diverses communautés. Et pour ça, il y a un concept que on connaît tous, et finalement, je trouve qu'on connaît très mal, qui est en fait, c'est pas vraiment un concept d'ailleurs, mais ce sont les droits humains. Et je pense qu'aujourd'hui, on en parle assez. Le professeur John Ruggie nous a quittés il y a quelques semaines. Il a été l'instigateur des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Et aujourd'hui, je connais très peu d'entreprises et d'investisseurs qui mettent en œuvre ces principes et cette méthodologie, qui vont calculer leurs risques saillants, qui vont en faire part, qui vont mettre en place des mécanismes de recueil des plaintes, les traiter, de remédiation quand elles n'ont pas simplement causé des impacts négatifs sur les hommes ou les femmes, mais également quand elles y ont contribué. Et cette contribution peut être très ténue et difficile à définir aujourd'hui. Donc je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'investisseur au sein du Forum pour l'investissement responsable de remettre finalement cet humain là, au cœur. Donc je comprends tout à fait ce que vous disiez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans la finance, on a tendance à, je pense à faire des beaux modèles, à tout mettre en chiffres, à essayer de mettre de la distance finalement entre l'économie réelle, comme vous le disiez, et ses sources de financement. Et donc je pense qu'il faut vraiment remettre l'humain au cœur. Et je sais que chez Finance for Tomorrow, vous lancez aussi plusieurs groupes de travail dans des secteurs tels que c'est l'agroalimentaire, la construction, l'énergie, pour vraiment aller dans le détail et voir ce que ça signifie que la transition juste. On parle beaucoup de fermeture des centrales à charbon, donc qui impacte des acteurs comme Total Energy, Engie, Enel. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire que finalement fermer une centrale à charbon, qu'est-ce que ça implique pour les personnes qui vivent de ce travail et les communautés qui sont autour. Mais c'est vrai qu'il faut commencer à penser la transition juste, comme vous le rappeliez justement,
concerne également la banque dans d'autres secteurs d'activité. Donc voilà, le FIR va participer et continue de participer à tous ces travaux-là. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très important de concilier dès le départ social et environnemental. Et on voit que lorsqu'on interroge l'anthropocentrisme, qu'on parle de l'humain et que on s'attaque à une urgence climatique globale et voilà, c'est vrai que l'homo economicus se heurte effectivement au réel et on comprend la lenteur, en tout cas, de la trop grande lenteur de la transition. Mais justement, cette transition qui s'opère dans le contexte social difficile que nous avons un peu esquissé à l'instant et la question de la justice sociale se pose depuis la mobilisation pour le climat. Progressivement et de plus en plus dans la crise actuelle, la convergence des objectifs climatiques et des impératifs socio-économiques apparaît comme une condition nécessaire à la réussite de la transition. Donc deux obstacles doivent être surmontés, à la fois un manque d'outils méthodologiques et un manque d'instruments financiers. Alors, justement, Emeline Stevenard, vous êtes experte dans le domaine de l'évaluation d'impact social et vous avez expérimenté de nombreuses méthodologies, comme on l'avait dit en introduction, comme le Social Return on Investment, l'Outcome Star, MESIS. Et au regard de la nécessité que chaque acteur puisse, sur son périmètre d'activité, mettre la transition juste dont venons de parler au cœur de sa stratégie et de son développement, pouvez-vous revenir justement sur ces outils, et notamment, par exemple, la méthode MESIS? Merci. Donc, je suis une praticienne de l'évaluation et de la mesure d'impact social. J'étais consultante sur ce sujet pendant 6 ans, à peu près. Et donc, mes interlocuteurs, ce sont des gens classiques, lambda, on va dire, un chargé d'affaires, un chargé d'investissement, etc. Il n'est pas forcément très conscient de tous les enjeux sociétaux, socio-environnementaux qui l'entourent. Et effectivement, il y a un besoin d'outillage pour aider à la prise de décision. Et le problème qu'on a, c'est que l'impact social ou environnemental, c'est fondamentalement complexe, au sens ontologique on l'a dit, de l'adjectif complexe. Donc ça rentre difficilement dans un fichier Excel, pour faire simple. Donc la vie n'est pas un fichier Excel. Donc. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'on nos outils au quotidien, c'est la bureautique, c'est des fichiers Excel. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est ça. Mais le sociétal refuse de rentrer dans cette chaussure-là, en quelque sorte. Et nous échappe. Voilà, donc... plus fondamentalement, mais je ne suis pas experte, c'est comment on aide à la décision en situation de complexité, en acceptant cette complexité. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais je laisserai les chercheurs s'exprimer, etc. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition des chefs de projet, des financiers, des banquiers, pour qu'ils prennent de meilleures décisions et contribuent eux-mêmes à un impact positif? Donc, on a travaillé là-dessus, effectivement, avec BNP Paribas, la Caisse des dépôts et INCO il y a quelques années, autour d'un fonds qui s'appelle Fonds Noves, qui est un fonds à impact. Et concrètement, c'est un Excel quand même, avec 15 critères d'aide à la décision pour les analystes sur la partie extra-financière, qui permet de donner une note en termes de potentiel d'impact positif, aussi forte qu'une note classique en due deal sur la dimension financière, pour qu'il y ait vraiment un équilibre et que les deux versants soient mis au même niveau. Voilà. On décide d'investir parce qu'il y a une performance financière, il en faut bien une, mais aussi parce qu'il y a un potentiel d'impact qui est très prometteur, auquel on croit, et qu'il y a des données qui viennent justifier ce choix d'investissement. On a dû aussi travailler sur la diversité des secteurs dans le domaine social. Il y a le secteur de l'emploi, l'hébergement, du logement, la grande exclusion, la santé, etc. Tout ce qui est aussi environnemental en termes de pratiques des consommateurs aux pratiques responsables en termes de production. Donc, ça, on est à cheval entre l'environnemental et le social. Et c'est vrai que ça nécessite d'avoir beaucoup d'indicateurs, en fait. Pas pour un porteur donné, mais quand on est dans le sociétal, il faut trouver les 4-5 indicateurs pertinents pour le projet qu'on est en train d'étudier et qu'on va financer. Donc, ce qu'on a créé, c'est une base d'indicateurs, je ne vais pas faire peur, à peu près de 400 indicateurs, mais avec des filtres qui permettent de se dire, je suis sur tel domaine d'action sociale ou environnementale, voilà quelques indicateurs couramment utilisés, des préconisations d'indicateurs supplémentaires qui permettent de nourrir l'analyse extra-financière, de nourrir le dialogue avec les porteurs de projets et de suivre dans le temps cette performance, puisqu'on est quand même dans une recherche maintenant de triple performance, qui soit économique, environnementale et sociale. Ben, merci beaucoup. Donc on le voit progressivement, l'homo economicus devient progressivement un homo ecologicus et la question du curseur se pose, autrement dit la vitesse et l'ambition du changement. Marc Fleurbet, dans votre manifeste pour le progrès social, vous affirmez que la résilience environnementale, justice sociale et défense de la démocratie conditionnent la croissance économique. Celle-ci est souvent remise en question. L'objectif
de favoriser la justice sociale en période de crise est-elle illusoire? C'est la question que je pose. Et aussi, est-ce que cette opération passe-t-elle par une refonte de nos modes de gouvernance? Oui, vous avez raison de souligner la question de la gouvernance qui est vraiment centrale. Mais au fond, nous faisons face aujourd'hui à 3 grands défis dans 3 domaines. L'environnement qui se dégrade effectivement, la cohésion sociale, et puis les démocraties qui sont quelquefois en danger, et même sans être complètement en danger, on voit qu'elles sont de plus fragiles que nous le croyons. Et donc ça recoupe évidemment environnement, social, gouvernance, ESG, ça rappelle des choses qui sont familières pour les... J'ai un peu fait exprès dans le déroulé des questions. Alors, c'est vrai que vous posez la question, au fond, des priorités face à ces défis. Et on entend, bien sûr, des discours qui disent on devrait laisser de côté quelque chose pour mettre la priorité sur autre chose. Donc, il y a des gens qui ont dit ou qui disent l'environnement, ça commence à bien faire. Vous avez entendu cette expression. Il y a aussi des gens qui disent bon, la justice sociale, et c'est ce que vous suggérez, la justice sociale, peut-être que ça devrait passer après des questions d'urgence environnementale. Et au fond, l'Union européenne est un peu sur ce terrain-là. Et puis, il y a des gens qui disent la démocratie, c'est bien joli, mais c'est peut-être un peu un luxe. Pour être vraiment efficace dans une transition profonde et difficile, ces gens-là lorgnent un peu vers l'Est. Je ne vais pas citer de pays, mais vous voyez ce que je veux dire, vers des modèles autoritaires. Alors, je pense que ce qu'il faut, ce que nous avons essayé d'argumenter dans notre livre, c'est un travail collectif, hein, c'est que cette idée qu'on peut mettre une priorité forte et laisser de côté pendant un certain temps un de ces grands défis, ça ne marchera pas. Pour être clair, c'est impossible. L'environnement est trop dégradé, on voit déjà les dégâts, donc on ne peut plus attendre, c'est une question vraiment urgente. Le social, il y a des inégalités de développement entre pays qui sont de plus en plus insupportables. Certaines économies émergent, mais d'autres restent à la traîne, et notamment en Afrique, et ça c'est un vrai problème qui est une bombe à retardement absolument incroyable. Et donc il faut vraiment s'attaquer à cela. Et puis on voit bien, le mouvement des Gilets jaunes a montré que si on cherchait à faire de l'environnement en négligeant le social, eh bien ça bloquait. Donc c'est absolument indispensable. Alors, la démocratie, est-ce que c'est un luxe? Non, ce n'est pas un luxe, parce qu'en fait, on a vraiment besoin d'embarquer tout le monde dans cette transition, et on ne pourra pas le faire par une approche du haut en bas. Et on sait que les régimes autoritaires, aussi efficaces ont-ils l'air de façon un peu superficielle, sont en fait des régimes qui sont corrompus et qui sont à long terme profondément inefficaces, hein, qui en général ont des objectifs profondément biaisés et qui s'occupent plus de leur survie que du bien-être de leur population. Donc il faut absolument s'attaquer aux 3. Mais vous avez souligné la gouvernance, et vous avez raison, la gouvernance est vraiment une question centrale. Est-ce qu'on a des choses à proposer dans ce domaine-là? Alors, de façon intéressante, je vais me tourner plus vers les sciences politiques. Maintenant, du côté des sciences politiques, on voit des initiatives intéressantes de théorisation de mécanismes participatifs et d'accent mis sur les processus de délibération. Donc la démocratie, ça n'est pas seulement la compétition électorale, les partis qui se mettent au vote. Non, c'est un débat public, c'est une sphère de l'information qui est extrêmement importante. Donc les médias, y compris les médias sociaux, ça fait partie de ce panorama. Tout ça, c'est extrêmement important. Et les mécanismes participatifs sont de plus en plus mis en avant. Et ça devient à la mode. Donc on a eu la Convention citoyenne en France, qui est une illustration. Mais il y a effectivement énormément d'initiatives qui viennent d'ailleurs un peu de différents pays. Il y a une culture latino-américaine en la matière qui est intéressante à regarder. Ça n'est pas tout ne vient pas de chez nous. Au niveau des pouvoirs publics et de l'entreprise, du coup. Alors voilà, vous avez raison, parce que du côté des pouvoirs publics, les choses évoluent, mais on ne peut pas tout attendre de ce côté-là. Et donc on voit émerger des initiatives dans le secteur privé, dans les entreprises, en matière de changement de leur objectif, les entreprises à mission, en matière de changement de gouvernance, en matière de gestion plus responsable, dans la finance, comme on l'a évoqué. Donc tout ça, c'est très bien. Je dois vous avouer quand même, et peut-être que ça va engager un peu la discussion, je suis sceptique sur le fait que le secteur privé, à lui tout seul, puisse réaliser cette conversion, pour une raison très simple, qui est que vous ne pouvez pas être vertueux tout seul quand vous faites face à la concurrence marchande. Les acteurs les moins scrupuleux, ceux qui externalisent leurs coûts,
sans vergogne, sont plus forts que vous dans la concurrence. Ils pourront avoir des prix imbattables. Et donc, les acteurs les plus responsables, et il y a quelques exemples médiatiques, se trouvent éjectés du système, si je puis dire, parce qu'ils sont handicapés par leur attitude plus vertueuse. Donc, que faire dans cette... Donc, on a besoin d'un contrôle de la puissance publique, on a besoin de législation, on a besoin de régulation, de réglementation. Mais je pense qu'il y a un troisième acteur qu'il faut prendre en compte, c'est la société civile. Il y a beaucoup d'initiatives qui viennent d'associations, d'organisations non gouvernementales, et ces acteurs peuvent jouer le rôle de lanceurs d'alerte, de surveillance de ce qui se passe, aussi bien dans la sphère publique, du côté des autorités publiques, que du côté de la sphère privée. Et donc il faut la mobilisation de tous ces acteurs pour y arriver. Voilà. Je n'ai pas une solution, un scénario très précis à vous proposer, mais je crois que sans la mobilisation de ces trois catégories d'acteurs, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Évelyne Stivnard. En expliquant que la mesure de l'impact social devient essentielle, vous avez longtemps, vous, accompagné avec Kimso et vous valorisez désormais au sein de l'Impact Tank les innovations sociales à impact positif. Vous avez récemment participé aux travaux de place sur la finance à impact. Nous avons vu que Finance for Tomorrow, vous avez publié la définition de la finance à impact. Le défi semble être celui du passage à l'échelle de ces pratiques qui sont finalement encore trop marginales. Il est nécessaire que tous les acteurs français financiers, français et pas que, mais pour l'instant français, s'approprient cette définition collective pour la développer en pratique, car une meilleure structuration du marché pourra soutenir la diffusion de projets à impact et la capacité d'innovation des acteurs économiques. Mais comment faire, selon vous ? Je vais répondre en partie, je laisserai la suite à mes voisins. Vous pouvez d'ailleurs vous interrompre, y a pas de... Déjà, je pense qu'un pas a été franchi, puisque un premier élément essentiel, c'est de développer un langage commun. Et effectivement, le rapport qui vient de sortir avec une définition, elle est escalée, on peut en débattre, mais on en débat déjà depuis plusieurs années. Donc je pense que c'est très bien d'avoir atterri d'un document sur lequel on pourra tous se retrouver. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance, c'est qu'on partage un vocabulaire, un langage, une grammaire. Et même dans les débats, on sait sur quel point de détail on débat. Donc ça permet enfin de se mettre autour de la table. Comme sur le sujet de la gouvernance, tant qu'il y a débat, justement, déjà que l'objet existe. Voilà, l'objet existe, exactement. Donc je trouve que c'est très positif, et je tiens à saluer aussi tout le travail qui a été fait pendant des années, oui, c'est la résultante de plein de beaucoup travaux, de travail, de gens notamment qui ont du FIAT, contribué. La Sycomore il y a quelques temps, BNP aussi. Donc ouais, c'est 10 ans de réflexion à l'international, en France, etc. Et on sent qu'on est en train d'arriver à quelque chose sur lequel on va pouvoir construire la suite. Et je trouve que c'est extrêmement positif. Après, la question, c'est la diffusion à l'international, à l'échelle européenne, avec la présidence française de l'Union européenne qui arrive, mais aussi plus globalement avec les enjeux. Alors, je ne vais pas me perdre, mais aussi d'évaluation extra-financière, de reporting extra-financier. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais voilà, il y a des acteurs qui se mobilisent. À l'international, on peut citer le Global Steering Committee for Impact Investing, qui a l'équivalent en France, qui est le Conseil consultatif pour l'investissement impact. Il y a une mobilisation aussi autour de méthodes. La plus connue à l'international aujourd'hui, c'est l'IMP, l'Impact Management Project. Mais il y a d'autres propositions méthodologiques qui sont faites. Donc on sent que quelque chose se passe, quelque chose se structure. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, ça va vite, mais pas assez vite. Oui. Et pour ça, c'est important de définir, de mettre des mots pour éviter le washing, l'impact washing, le greenwashing. Mais avançons et n'allons plus en arrière, en quelque sorte. Commençons à aller. Donc voilà, ça donne des repères, ça donne une grammaire commune, ça permet de débattre sur des choses très concrètes et j'espère aller vers du mieux. Après, l'autre sujet, c'est la question de la norme. Est-ce qu'on va réussir à créer des normes sur la dimension sociétale? C'est celle que je connais. Sur l'environnemental, je laisserai d'autres s'exprimer. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est fondamentalement complexe. C'est contextuel aussi, en fonction du pays où on est, de la zone géographique, même du territoire très concret en France. Les enjeux sociétaux ne sont pas les mêmes. Donc l'impact sociétal qui va être créé ne sont pas exactement les mêmes. Donc comment se mettre d'accord sur les indicateurs? Et qui est légitime aussi pour définir ces indicateurs. Et c'est là où vous l'avez évoqué, il y a plusieurs sphères, il y a les acteurs privés, les acteurs publics et la société civile. Donc comment on organise un débat qui avance sur cette normalisation, sur la dimension sociétale et effectivement environnementale. Mais une fois de plus, c'est pas mon sujet, donc je m'y attarde pas.
On mesure sans jeu de mots d'ailleurs toute la complexité de la taxonomie sociale qui oui, émerge. déjà c'est l'environnemental, on voit, etc., mais social. Et souvent, on arrive plutôt à se mettre d'accord sur des processus que sur des indicateurs de résultats. Toutes les tentatives de normalisation sur le domaine de l'impact social, on est plus sur se mettre d'accord sur un cadre logique, une théorie du changement, se mettre d'accord sur une manière de financer les projets, de se projeter sur les résultats finaux, mais pas sur les indicateurs eux-mêmes. Je ne vais pas me perdre dans la technicité, mais on voit que le groupe de travail de Finance for Tomorrow sur la mesure d'impact, finalement, a dérivé vers la mesure de la contribution à une société plus durable. Donc voilà. Mais déjà, si on arrive à se mettre d'accord sur des manières de faire, des nouvelles manières de faire, je pense que les résultats vont venir de même. Mais en face de ça, quand même, je pense qu'il y a vraiment un besoin de connaissances et d'information et de sensibilisation sur les enjeux sociétaux. Comme ça a été fait avec le rapport du GIEC, on n'a pas du tout l'équivalent sur le sociétal, qui aujourd'hui s'est vraiment bien expliqué la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui on a des manières, des décisions en tant qu'investisseur ou banquier, etc., qui permettraient de contribuer à ce que ça ne on n'est pas le même phénomène qui arrive dans quelques mois. Donc, en fait, et donc là, c'est un peu la mission de l'Impact Tank. On essaye, ça prendra du temps. Je suis adossée au groupe SOS également, c'est pas neutre. C'est de donner à voir les problématiques sociétales, les inégalités sociétales, ce que veut dire l'exclusion, et ce que veut dire aussi donc lutter contre ces inégalités, ce que veut dire être un acteur de l'inclusion, etc. On a vraiment encore besoin de connaissances qui soient partagées avec les décideurs. Il y a de la connaissance, les sociologues, les économistes, etc., les anthropologues, les psychosociologues. Il y a beaucoup de matière, mais pas forcément vulgarisée, diffusée suffisamment auprès de ceux qui doivent prendre les décisions, notamment de financement. Et donc nous, on a comme enjeu d'être un carrefour de ces mondes-là pour, on l'espère, une fois de plus, permettre de meilleures décisions. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que est-ce que l'homo economicus est un homo ecologicus? En tout cas, voilà, on se questionne sur de nouvelles pratiques, de nouvelles approches, sur la gouvernance, sur de nouvelles définitions et de pouvoir avancer sur en tout cas de nouveaux horizons. On a sur quelque chose d'assez concret en parlant de tout ce qui est données. Laurent Deville, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Toujours là, je vous écoute avec grand intérêt. C'est super. Alors dans le monde de la finance durable, donc le nerf de la guerre n'est pas uniquement l'argent, mais c'est aussi la donnée. Contrairement aux données financières qui répondent à des critères standardisés et à un cadre réglementaire précis, toutes les données, ce qu'on appelle les données ESG, les données extra-financières peuvent être à la fois quantitatives et qualitatives. Que pensez-vous des enjeux justement de la donnée dans ce domaine? Alors, je commencerai par répondre en vous disant que les données ESG sont aussi des données financières. À partir de maintenant, il faut intégrer la dimension ESG dans les investissements et donc se dire que tout ça, c'est de l'extra-financier. Je pense qu'on a un peu passé cette étape-là. Maintenant, on a l'air de penser qu'une fois que ce sont des données financières, c'est facile, on n'a plus qu'à extraire les données, les appliquer et voir ce que ça donne. On s'aperçoit actuellement que les ratings ESG sont encore très très différents selon les émetteurs et en fonction et proposent des classements très différents, ce qui pose des questions de la pertinence de ces classements. Si je suis un des classements plutôt qu'un autre, est-ce que je fais mieux? Est-ce que j'ai un impact? Et là encore, la grande question, c'est quoi? La grande question, finalement, pour l'investissement, c'est le coût de l'investissement socialement responsable et potentiellement ses bénéfices et son impact. Et pour ça, il va falloir être d'accord sur des normes et sur des méthodes. Je reviens un peu sur ce qu'Emeline Stevenart disait à propos du social. C'est quand même très difficile à mesurer. Et on a un exemple assez concret dans des études, l'étude en particulier d'Alex Edmans. Alors c'est un peu, on regarde le petit bout de la lorgnette du social, mais Alex Edmans se posait la question, c'est de dire, si j'investis dans des entreprises qui font mieux en termes de bien-être au travail, est-ce que ça va être plus rentable? Et donc il y a 20 ans, il y a 20 ans ou 10 ans, Alex Edmans fait cette étude et dit, ben voilà, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui favorisent le bien-être au travail, et donc le social en un sens, même si c'est une part limitée de ce social, performe mieux que les autres. Alors, ce qu'on voit généralement de façon intéressante en finance, c'est que quand on identifie une anomalie, les acteurs de marché vont essayer d'exploiter cette anomalie. En exploitant cette anomalie, ben, ça devient, on remet les choses à la norme en quelque sorte. Finalement, on devrait avoir plus d'investissement dans ces entreprises, qui ferait baisser les prix, ce qui fait que la rentabilité supplémentaire qui pouvait être obtenue avant qu'on ait identifié cette anomalie n'existe plus. De façon intéressante, à l'EDEC, professeur Boustanifar et son doctorant ont refait cette étude plus de 10 ans après.
Et ils s'aperçoivent de quoi? Que cette surperformance, alors que les méthodes d'évaluation de la surperformance sont devenues encore plus contraignantes, montre que cette surperformance du social reste dans les chiffres. Et donc, on a encore une fois cette dimension sociale qui ne semble toujours pas être évaluée par le marché. Donc, on peut mesurer les choses, il faut mesurer les choses, et il faut être en mesure de le faire avec la plus grande rigueur. Je pense que le risque qu'on court, et c'est un point qui me semble essentiel, le risque qu'on court, c'est que les promoteurs de l'ESG arrivent avec un discours qui est celui-ci: l'ESG est à la fois rentable et en plus a un impact positif sur la planète, pourquoi ne ferions-nous tous pas de l'ESG? Et puis finalement, ça résoudrait tous les problèmes. Moi, mon inquiétude, c'est si on cherche à survendre l'impact de l'investissement ESG et ses performances, le risque, c'est que les investisseurs s'en détournent parce qu'ils risquent de faire face à des déconvenus. Donc, en particulier, on a un biais bien connu. Voilà, l'importance de la mesure et l'importance de la rigueur de la méthode. Je pense qu'il faut qu'on soit rigoureux sur les méthodes et que chacun ne voit pas simplement midi à sa porte. On soit en mesure d'analyser les résultats du camp d'en face, en quelque sorte, et de les analyser avec la rigueur qui est nécessaire. On parlait d'homo economicus. On sait que les individus font face à un biais important, le biais de confirmation. C'est-à-dire que toutes les informations qui viennent dans le sens de ce qu'ils pensent déjà, ils vont avoir tendance à leur accorder plus d'importance. Et donc, simplement se dire, ça va confirmer les choses. Sauf que le risque, c'est aussi que, voilà, si tout d'un coup on met en évidence des risques qui n'étaient pas avancés dans l'investissement socialement responsable, les gens qui pensent que l'investissement ESG n'est pas forcément une bonne chose confirment simplement leur idée que là, on n'est pas arrivé au moment où on doit prendre ce chemin-là, alors que d'un point de vue collectif, si on ne prend pas ce chemin de l'investissement socialement responsable, de la lutte contre le changement climatique, je pense qu'on va droit dans le mur. Donc c'est important qu'on joue chacun avec nos armes, qu'on joue de façon rigoureuse et qu'on mette en évidence les coûts, les risques et les impacts positifs de l'investissement ESG. Et donc tout ça repose bien évidemment sur des données. Et il va falloir être en mesure de produire des données fiables et des données sur lesquelles on est tous d'accord, ce qui est loin d'être une mince affaire. Merci beaucoup. On entre dans la dernière partie de cette table ronde avant de prendre les questions. Donc l'enquête réalisée par l'IFOP pour le Forum d'investissement responsable, le FIR, dévoilée il y a quelques jours, confirme l'intérêt des Français en matière d'investissement responsable dans leurs décisions de placement. Pourtant, les chiffres sont très clairs. Alors, lorsqu'on lit cette étude, on s'aperçoit que 59% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement, mais seuls 8% se sont déjà vus proposer de l'ISR de la part de leur banque ou leurs conseillers, et seuls 7% ont déjà investi en ISR. Donc face à l'urgence climatique, que faire pour agir et non plus seulement toujours constater qu'il existe une offre de produits responsables comme une demande des Français, mais que la rencontre en fait ne se fait pas. Vous-même Bertie Noky, vous intervenez régulièrement pour dire que dans l'avenir, l'investissement financier sera ISR ou ne sera pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Merci beaucoup de le souligner et de parler de cette étude, puisque ce n'est pas une étude isolée, cela fait 12 ans. C'est la 12e année consécutive que le Forum pour l'investissement responsable publie les résultats de ce sondage. Et les chiffres que vous venez de citer, en fait, c'est une tendance stable. On voit que depuis une dizaine d'années, il y a à peu près 60% des Français qui seraient ravis d'investir dans des produits d'investissement responsable quand on leur explique ce que c'est. Et alors là, ça a augmenté un petit peu. On était plutôt aux alentours de 5%. Mais malgré tout ce qu'on vient de dire, là, voilà. Les choses en fait, sont relativement stables, tant dans la demande que l'offre. En fait. Et donc du coup, il y a un autre chiffre qui est très intéressant, c'est que finalement, vers qui se tournent les épargnants individuels pour prendre des décisions d'investissement? Ce sont leurs conseillers bancaires et financiers, à 65%. Alors que la famille, les médias, les ONG, le discours des entreprises, c'est moins de 10% à chaque fois. D'accord.
Donc finalement, il y a un levier de changement qui est pour moi extrêmement important ici. Je laisserai peut-être Antoine Cyr d'ailleurs compléter, puisque de nombreux groupes bancaires, heureusement aujourd'hui, ont commencé à prendre les choses en main pour faire en sorte de former et d'accompagner justement ces conseillers bancaires et financiers. Donc il y a une formation tout au long de la vie quand on est toujours dans son métier et pour que ces compétences ne deviennent pas obsolètes. Et il y a également, comme on vient de l'évoquer avec l'EDEC, une formation qui s'opère bien en amont, à l'école, à l'université. Et là, certaines universités se structurent aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les cursus traditionnels financiers, on manque encore, je trouve, de billes sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est la transformation, il y a une impulsion, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc peut-être que le premier levier de changement, c'est celui-ci, la formation. Des conseillers bancaires et financiers, peut-être dans les systèmes aussi d'objectifs, d'incentives, voir comment finalement les ambitions climatiques ou de développement durable d'un groupe se traduisent jusqu'à l'échelle de l'individu, ce qui permettrait aussi de redonner du sens dans le travail de chacun et de motiver du coup ces conseillers. Et la deuxième partie, bien entendu, comme on vient de l'évoquer, à travers la finance à impact, à travers justement les dangers du greenwashing, du social washing, de l'ODD washing, c'est que finalement, un fonds ISR ou un fonds ESG, quand on a apposé ce label, ça ne veut pas dire la même chose. Les intentions ne sont pas les mêmes, et donc on a vraiment un devoir de transparence, de clarté et d'honnêteté aussi, sur quelles sont les intentions recherchées et les objectifs de tel ou tel produit financier. Et ensuite, bien entendu, la mesure de ces objectifs, de cet impact que l'on va rechercher. Et il y a encore, je pense, beaucoup de choses à dire là-dessus. On ouvre encore un autre. Mais on aura peut-être des questions sujet, de voilà. la part de ceux qui nous regardent. Donc voilà, il y a du travail et j'encourage du coup tout le monde à participer à ces discussions, puisque comme vous l'avez rappelé, c'est pas uniquement dans l'entre-soi qu'on va réussir à faire quelque chose, mais il faut absolument que les pouvoirs publics et la société civile fassent partie de ces discussions, et c'est pour ça qu'au FIR, on est une association multipartie prenante et qu'on accueille autant des chercheurs que des avocats, que des syndicalistes, des agences de notation, des investisseurs, des asset owners. Voilà, c'est un forum de discussion pour essayer d'avancer dans le bon sens. Et Antoine Cyr, on boucle la boucle finalement, puisque vous avez eu la première question, vous aurez la dernière, où vous avez beaucoup été mentionné dans les réponses, en tout cas des intervenants, donc n'hésitez pas à répondre. Mais on l'a dit, vous êtes directeur d'engagement d'une grande banque, de BNP Paribas, qui développe un certain nombre d'outils. On cite souvent les green bonds, mais de plein d'autres outils. C'est une banque qui s'engage. Et donc, quelles sont les nouvelles techniques mises en place pour financer des projets de bien commun, finalement ? Alors, d'une certaine manière, je vais répondre peut-être aussi en attrapant un peu ce qui a été dit ici et là, parce que je pense que c'est tout un système. C'est pas, on peut trouver effectivement, on peut parler des green bonds, on peut parler des contrats impact social, on peut parler de beaucoup de choses, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on fasse un mouvement. Alors d'abord, oui, la question des compétences, elle est absolument essentielle. Hein. On a besoin de compétences différentes. Très honnêtement, quelqu'un dans une banque à qui on demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à ses compétences, il a énormément de mal à le faire. Hein. C'est pour ça que nous, par exemple, aujourd'hui, on propose des formations au développement durable à 100% de nos collaborateurs. Alors, c'est pas encore une formation obligatoire, mais c'est une formation qui est faite de manière à être très incitative. Donc, on a déjà à peu près 35 000 personnes qui l'ont suivi. Et surtout pour tous les gens qui sont gestionnaires de grands comptes, c'est-à-dire pour les gens qui ont, qui ont la capacité de faire bouger les lignes de façon importante. Alors là, on a une formation qui est très structurée, qu'on a montée avec l'université de Cambridge, parce qu'il faut bien reconnaître qu'à l'époque,
l'époque où on l'a monté, c'est cette université-là qui était capable de nous proposer ces réponses. C'est bientôt l'EDEC ou la mais on est tout à fait ouvert à la discussion là-dessus, hein, et on a déjà aujourd'hui formé 600 gestionnaires de grands comptes avec une formation qualifiante extrêmement poussée. Donc ça, c'est le premier enjeu qui est très important, qui est l'enjeu de la formation. Deuxième chose qui va transformer quand même les choses, c'est la culture. C'est-à-dire que tout, effectivement, ne peut pas se mettre en Excel. Par exemple, nous, on est devenus, c'est un peu notre histoire qui a fait ça au cours des 15 dernières années. Aujourd'hui, tout le monde associatif qui travaille sur le fait d'aller aider les gens, notamment dans les cités, parce que nous, on est une banque très, très urbaine, hein, que ce soit l'ADI, la FEV, toutes les associations type Article 1, Mosaïque RH, etc., qui sont regroupées autour de l'ascenseur. Aujourd'hui, en France, on est devenu pratiquement le premier partenaire de tout cet écosystème. Et la question n'est pas seulement de mettre du mécénat, mais bien d'impliquer ça dans nos mécénats de compétences, d'en faire dans la gestion des territoires par nos directeurs d'agence quelque chose qui est présent, et d'engager les gens dans du mentorat. Nous, par exemple, chez BNP Paribas, on a 500 personnes, 500 cadres qui sont mentors de jeunes qui travaillent et qui sont issus de milieux défavorisés. Et donc cette dimension, toutes ces dimensions, il y a d'ailleurs beaucoup d'études là-dessus sur le fait que s'intéresser à ce qu'on appelle la base de la pyramide rend plus réaliste des gens qui, à force de travailler sur des Excel et sur des choses un peu éloignées de la réalité, pourraient perdre de vue cette réalité. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille énormément. Sur l'ESG, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, les données ESG sont des données financières, et ce qui est très important aujourd'hui, c'est de comprendre que, en fait, c'est l'attente d'un épargnant que l'on cherche à satisfaire, elle inclut l'ESG. C'est-à-dire qu'autrefois, vous travaillez avec l'épargne, vous travaillez sur 3 axes, hein, qui étaient la liquidité, le risque et le rendement. Et aujourd'hui, vous devez être capable de vous engager sur la même, de façon tout aussi traçable et auditable, sur une qualité ESG du produit. C'est ce que les gens attendent. Et donc ça, c'est une transformation extrêmement importante. Et enfin, pour arriver à faire tout ça, pour arriver à développer tous ces nouveaux outils, c'est évident. Moi, je suis très sensible à l'argument disant que le secteur concurrentiel et le secteur financier ne feront pas ça tout seul, ni le secteur concurrentiel en général, et qu'il faut vraiment que le secteur public, le monde associatif, les acteurs financiers se mettent à travailler de façon différente. On a parlé des contrats impact sociaux. Le contrat impact social, c'est très intéressant parce que c'est une opération à 3 personnages, hein, dans lequel il y a un investisseur, un banquier, il y a même 4 personnages. Il y a un banquier, un investisseur, enfin un structureur, un investisseur, une collectivité et une association. Et donc, tout ce qui pousse les milieux d'horizons différents à travailler ensemble, à se challenger, mais à se challenger évidemment de façon constructive, c'est vraiment ce qui va nous faire bouger. Et je pense qu'il faudra de plus en plus qu'on parte d'un problème et qu'on regarde comment, à partir de ce problème, et en faisant chacun notre boulot et en apportant les techniques que l'on connaît, on peut apporter la solution à ce problème. Je crois qu'il faut... Le problème, c'est que pendant des années, les gens sont partis des solutions qu'ils avaient envie de fourguer. Alors le secteur privé d'abord, hein, qui avait quelque chose à vendre et qui voulait vendre quelque chose. Mais le secteur public est pas très loin de ça non plus, hein, en disant moi j'ai ma solution, elle est forcément publique et donc elle incarne le bien commun, etc. Non, les choses sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus complexes que ça. Et il faut effectivement qu'on sorte d'une logique dans laquelle notre but était
fourguer notre camelote, si je puis dire, à une logique dans laquelle on se dit que en partant tous ensemble d'un problème, on va trouver des solutions et que ce faisant, effectivement, on fera notre boulot et que normalement, dans un monde démocratique, on sera quand même payé pour faire notre boulot. Mais on part d'une logique qui est différente. Merci beaucoup. On voit que l'homo economicus devient progressivement rationnel en définissant, en essayant de mesurer, en se questionnant sur l'anthropocentrisme, en se questionnant sur des modèles de gouvernance et finalement propose des solutions qui sont toujours multiparties prenantes. Donc on voit que se dessine progressivement un homo economicus qui devient homo ecologicus. Est-ce que justement ce constat-là suscite des questions pour celles et ceux qui nous regardent? Donc je prends les questions s'il y en a. Je ne sais pas comment procéder, mais en tout cas, parce que moi je ne vois qu'une caméra et un mur, donc mais parfois les murs parlent. Attendez, hop, question d'oreillette, non? Ok, ça marche. Donc, en attendant que les questions arrivent, justement, nous n'avons pas clos le débat, puisque le débat finalement est lancé. Par rapport à... Je pense qu'il est intéressant de se questionner sur le sujet des données, et notamment, on parlait, la donnée extra-financière est une donnée financière, et la question de la norme. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'approche de la COP26, puisque j'ancre le débat maintenant dans le réel, comme Antoine Cyr nous y invitait au début de cette table ronde, est-ce que justement, à l'approche de cet événement international qui marque un petit peu le rythme des négociations internationales, est-ce que justement, sur cette question de la donnée, sur cette question des normes, est-ce qu'il y a un rôle de la France et de l'Europe dans la COP26? Est-ce que vous avez, est-ce que si on sort un petit peu de votre casquette, est-ce que vous avez quelque chose à dire là, sur ce sujet? Je ne sais pas à qui poser la question, Antoine. Moi, j'ai juste un exemple d'actualité, c'est lié à la biodiversité et pas 100% au climat, mais bon, c'est que les deux sujets sont quand même très liés et très imbriqués. Mais donc cette semaine, on a un organisme qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle la TNFD, Task Force for Nature-Based Financial Disclosures. Et donc cet organisme va commencer à travailler sur des référentiels communs qui vont permettre aux entreprises d'annoncer leurs impacts sur la biodiversité et donc aux investisseurs d'orienter les flux financiers en fonction de ces décisions. Alors on sait que la TNFD, elle va fédérer des efforts qui sont faits ici et là. Nous, BNP Paribas, on travaille avec Sycomore sur un effort dans ce domaine-là également pour l'investissement en matière de biodiversité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que cette TNFD, c'est une initiative essentiellement franco-britannique au départ, et oui, il y a des choses franco-britanniques qui marchent malgré le Brexit. C'est une initiative franco-britannique qui a été relayée par l'ONU, qui est maintenant assez largement, et qui a aussi été poussée très très largement par le WWF. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en gros, ce qui est retenu par la TNFD comme principe, c'est un principe de double matérialité, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on va à la fois regarder quel est l'impact de la nature sur les entreprises, quels risques ils courent à cause de faits naturels qui peuvent par exemple les priver de leurs approvisionnements ou mettre en danger une matière à laquelle ils ont recours, mais elle va surtout s'intéresser aux impacts des entreprises sur la nature et donc sur les risques que l'activité économique fait peser sur la nature. Et je pense que la question de la France, c'est bien sûr, on est
Français, là, donc on a envie que nos solutions gagnent. Mais je pense qu'au-delà de ça, on a des intérêts un petit peu supérieurs à promouvoir. Et je pense que ce qui est vrai, c'est qu'il existe en Europe, et en Europe au sens large, là pour le coup, parce que ça inclut à peu près les Britanniques, il existe une vision quand même de l'impact de l'entreprise, par exemple sur la nature, qui est une vision assez exigeante. Et donc, si les Européens arrivent à imposer cette vision assez exigeante, qu'on retrouve aussi en climat avec la taxonomie, enfin, si on arrive à imposer ça, ce sera sans doute une assez bonne chose pour la planète. Donc, il ne faut pas être arrogant et penser que les solutions européennes ont réponse à tout, d'autant plus qu'il y a toute la question du Sud qui est absolument essentielle sur ces sujets-là. Mais quand même, on a quelque chose d'assez intéressant en Europe à défendre, et la France y joue un rôle. Merci beaucoup. C'est vrai que la TNFD, ça rejoint un peu tous les éléments de notre discussion aujourd'hui sur l'anthropocentrisme, la norme, la définition, sur les données. Et effectivement, c'est des sujets qui émergent, et on voit le caractère très récent en fait de ces sujets. Qui semblent essentiels, mais qui seront en fait débattus, mis en œuvre et rendus publics en fait dans les prochaines semaines. Justement, chez Sycomore, comment vous abordez ce sujet de la biodiversité? Est-ce que vous avez peut-être des innovations à présenter sur ce sujet? Justement, donc, comme l'évoquait Antoine Cyr, c'est vrai qu'avec BNP, AXA et Mirova, il y a maintenant un peu plus d'un an, nous avons décidé de lancer un appel à candidature pour pouvoir aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui sur la question de la définition et des métriques que l'on peut utiliser. Donc avec le consortium Iceberg Data Lab et Iceberg Data Lab, oui, effectivement. Voilà, tout à fait. Nous travaillons à cette mesure de la biodiversité, donc c'est encore en cours, mais c'est vrai que c'est un aspect extrêmement important qui va pouvoir s'insérer aussi dans la NEC, la Net Environmental Contribution, qui est un indicateur dont nous sommes à l'origine en 2015, mais qui maintenant vit sa propre vie, puisque c'est une métrique open source qui vit son propre chemin et qui a plusieurs composantes extrêmement importantes, donc qui n'est pas uniquement sur les enjeux climatiques, mais qui va également traiter des enjeux de biodiversité, bien entendu, de pollution, d'air, de qualité de l'air, de qualité de l'eau, et qui va vraiment s'appuyer sur des données scientifiques et raisonner en analyse de cycle de vie. Ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas quand on regarde les principaux indicateurs utilisés, comme l'empreinte carbone. Et j'en reviens finalement à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a un indicateur qu'il est forcément bon à prendre et qu'on va réussir à sauver le monde avec. Si on regarde aujourd'hui cet indicateur qui est pourtant extrêmement utilisé dans le milieu financier, quand on regarde uniquement les émissions qui sont générées au sein des murs de l'entreprise et qu'on ne raisonne pas en chaîne de valeur, qu'on regarde uniquement les émissions qui ont un impact sur le changement climatique, on passe à côté d'une grande partie de l'histoire. Donc c'est important de le dire aussi. Des modèles, oui, mais si les données qui rentrent dedans sont pertinentes. Mais quand vous dites que la NEC vit sa propre vie, qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Vous avez mis en place une méthodologie. C'est-à-dire qu'elle n'appartient plus à Sycomore. Voilà. Vous mettez en open source, d'accord. Oui, tout à fait. Ok, très bien, merci beaucoup. Quand on l'a dit, Emeline Stevenhart, tout à l'heure, on parlait de votre nomination à l'Impact Tank, qui est très récente, et on peut se poser la question, du coup, pourquoi le groupe SOS, justement, lance cette initiative, et comment vous projetez, vous, dans quelques années, est-ce que vous pensez que c'est une initiative qui va grandir? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez voir venir dans les prochains mois, prochaines années? Plusieurs raisons à l'émergence d'un projet, mais une d'entre elles, c'est la question du terrain. C'est-à-dire, au quotidien, il y a des travailleurs sociaux, il y a des éducateurs, il y a de multiples associations qui ont été évoquées aussi, l'article 1, Mosaïque RH, etc., qui sont confrontés
à la question sociale, aux inégalités sociales, et qui agissent. Et c'est incroyable, enfin, tout ce qui se passe en fait dans ces associations, dans ces structures, etc. Ils sont les premiers à se rendre compte des besoins sociaux, de leur évolution aussi, et comment ça s'incarne dans les personnes qui sont accompagnées, et les premiers à proposer des innovations quotidiennes, pas forcément techniques, mais des innovations sociales, d'organisation, procédurielles, de partenariat, etc., pour essayer d'apporter des solutions. Et donc le groupe SOS, de manière très ouverte, et avec le secteur globalement, l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire, voilà, se disent, il y a un problème de remontée de cette connaissance et de diffusion à grande échelle aussi des solutions très locales qui fonctionnent. Voilà, donc l'impacteur qu'on a comme objet, ça, c'est de faire remonter cette expérience terrain, de la croiser avec de la connaissance académique, pour lui donner une valeur solide, parce qu'il y a l'enjeu de la rigueur aussi de ce qu'on va partager, et le mettre en débat, tout ça, avec des décideurs publics et privés, en disant finalement, que nous dit cette cause, et comment on va agir sur elle, et avec quel objectif, et voir quelles mesures d'impact, in fine. Donc c'est un peu ça qu'on cherche à faire. On s'inspire aussi d'une approche britannique, qui sont les What Works Centers. Donc c'est les centres de ski marche, qui sont des lieux où, thématique par thématique, on creuse les enjeux et on met en lumière les solutions qui ont fait la preuve de leur impact, de manière plus ou moins aboutie, etc. Et on a envie d'être un peu cette bibliothèque aussi, de remonter des solutions qui font la preuve de leur pertinence et de leur efficacité pour répondre aux enjeux sociaux. Ok. Marc Fleurbet, à vous pour cette question supplémentaire. On parle d'impact social, on parle de transition juste. Est-ce que justement, on a vu juste que le développement durable, c'est d'abord développé sur l'aspect environnemental et un petit peu moins sur l'aspect social. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui dans le monde académique pour que la transition juste puisse voir le jour ? Donc le monde académique a une responsabilité comme tout secteur, je pense, et donc effectivement d'essayer de contribuer à la réflexion collective. Par exemple, à l'École d'économie de Paris, nous sommes en train de lancer une grande initiative sur l'environnement, parce que nous sommes aperçus que nous avions énormément de recherches qui sont pertinentes pour la transition, pas seulement chez les spécialistes de l'environnement parmi nous, mais aussi ceux qui travaillent sur la gouvernance, ceux qui travaillent sur le digital, ceux qui travaillent sur le marché du travail, etc. Donc il y a énormément de choses qui se font, et au fond simplement déjà en commençant par rassembler tout ce que nous faisons et à mieux coordonner nos efforts, nous pouvons avoir une voix collective peut-être plus forte dans le débat public. Donc nous allons procéder à des efforts en matière d'enseignement, plus de cours dans les masters, plus de thèses de doctorat sur ces sujets-là, plus de recherche coordonnée comme je le disais, mais aussi plus d'actions en direction du public. Donc nous allons essayer de toucher, nous avons déjà pas mal d'initiatives de ce genre, mais nous allons essayer de les renforcer sur cette thématique. Mais si je peux me permettre, comme vous me donnez la parole, j'avais un peu envie d'instaurer un peu un débat entre nous sur cette question des indicateurs et sur l'idée que les données ESG, au fond, ne devraient plus être traitées comme extra-financières. Alors, en tant qu'économiste, j'aime bien les tableaux Excel. Donc, et dans mes recherches, je me suis aperçu qu'on pouvait faire beaucoup, notamment, par exemple, quand on passe de la shareholder value, à la valeur pour l'actionnaire, à la stakeholder value, la valeur pour les parties prenantes, on pouvait faire beaucoup en continuant de garder le profit de l'entreprise comme un objectif. Simplement, il faut le calculer autrement. Il faut intégrer dans la vraie rentabilité les éléments d'externalité et puis le bien-être des parties prenantes. Donc, la question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que vous pensez les uns et les autres qu'on peut déjà aller assez loin en changeant les calculs financiers, vraiment financiers, en corrigeant? Donc on sait par exemple qu'il y a une valeur du carbone qui est plus ou moins consensuelle chez les experts, qu'on peut intégrer assez facilement, même s'il y a des questions sur quel est le périmètre de l'émission qu'il faut prendre en compte. Mais on pourrait calculer une valeur des externalités sociales, on pourrait calculer une valeur des externalités sur la biodiversité, qui est un peu le même statut, qui soit un chiffre en euros, en dollars, et qu'on puisse intégrer dans le calcul. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment faire des progrès dans ce sens-là, ou est-ce qu'il y a des limites très fortes qui vont arriver tout de suite et qui nous obligeront à sortir des tableaux Excel? Vaste question pour les quelques minutes qui nous restent, mais c'est ambitieux, c'est super. Merci Marc Fleurbet. Oui. Moi, ça résonne avec la méthode avec laquelle j'ai démarré sur la mesure d'impact, qui est le Social Return on Investment, qui essaie d'estimer pour 1 euro investi la valeur
en monétaire des effets sociaux et environnementaux sur les principales parties prenantes. C'est exactement cet exercice. Et la règle du jeu, c'est de remplir un fichier Excel. Mais de la manière. Après, il y a des étapes, etc. Donc il y a toute une tendance autour de la monétarisation, donc qui peut être critiquée parce c'est parfois une confusion avec la marchandisation de l'impact ou la financiarisation de l'impact. Mais les concepteurs de cette méthode, quand on échange avec eux, c'est pas du tout ça. La question, c'est la valeur. Comment on utilise la même échelle de valeur, et celle monétaire, on pourrait utiliser une autre, pour que les choses soient comparables et mises en regard. En évitant un peu les systèmes de compensation aussi, on peut en discuter, parce que c'est-à-dire que c'est un grand impact financier ou économique, ce qui compense l'impact environnemental négatif, on peut quand même avoir un SROI positif. Donc il y a des vigilances à avoir, mais elles sont connues des praticiens de cette méthode. Ils ne sont pas naïfs, ils sont pas... Voilà, donc après, on a toujours accès à l'analyse complète, derrière le chiffre, à la manière dont les indicateurs ont été choisis, de manière concertée ou pas, et les choix de monétarisation qui sont réalisés. En tant que praticienne de cette méthode, au final, je ne l'ai pas si pratiquée que ça, même si intellectuellement elle est passionnante, notamment parce que ça reste compliqué, c'est lourd, c'est de l'argent, c'est du temps, ça mobilise beaucoup d'acteurs et de recherche de données, etc. Donc il y a le pragmatisme de la mise en œuvre à laquelle j'ai été confrontée, et aussi les résultats. On a beau le chiffre, il a un effet pervers, c'est-à-dire qu'une fois que le chiffre est sorti, on a l'impression que c'est une vérité vraie. Et donc moi je dis non, c'est une construction, il faut avoir conscience de ça. Et en même temps, on sait tout est contestable, toutes les hypothèses de calcul peuvent être débattues, etc. On est dans la science molle, très molle. Donc il y a des débats sur est-ce qu'il est bien calculé, pas bien calculé, etc. Donc à la fois c'est très intéressant parce qu'on raisonne en termes de valeur créée pour les parties prenantes, c'est structuré, on a une communauté de praticiens et on échange entre nous, etc. Et en même temps, voilà, c'est compliqué à mettre en œuvre, ça coûte de l'argent, et il y a des effets un peu contre-productifs, finalement, du chiffre à lequel on aboutit. Bertie, Moi, peut-être oui, pour ajouter un mot. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, en effet, dans ce domaine-là. On est au balbutiement aujourd'hui de ce qu'on peut internaliser comme externalité et de ce qu'on peut arriver à calculer. Donc, on tente, bien entendu, quand on fait nos modèles et quand on prend nos hypothèses de croissance du chiffre d'affaires, de croissance des coûts, quand on ajuste nos taux d'actualisation des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance aujourd'hui ou à venir, et de la probabilité de réalisation de certains risques, comment on peut les internaliser. On peut continuer dans cette voie, bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais uniquement, pour moi, si on ne perd pas de vue l'objectif, qui reste un objectif d'urgence climatique dont on a parlé, un objectif, vous avez évoqué la double matérialité. Pour moi, c'est vraiment notre identité européenne aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas uniquement en train de se poser la question de ce qui maximisera la valeur pour une entreprise ou pour un actionnaire, mais il faut garder en tête qu'on est là pour préserver la planète et pour vivre en harmonie sur cette terre. Et donc, tant qu'on ne perd pas ça de vue, je pense qu'on peut travailler là-dessus, mais c'est une sorte de financiarisation finalement. Le risque, ce serait une financiarisation qui voit ces modèles extrêmement compliqués et complexes comme une finalité en soi, et qui perd de vue l'objectif final. Non. Je ne sais pas si Antoine Cyr, vous souhaitez répondre à la question lancée par Marc Fleurbet, mais en tout cas... Non, mais je pense que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et y compris avec la petite alerte de Bertille, en sachant que... il faut faire aussi très attention que le fait de vouloir tout intégrer dans des indicateurs uniques ne crée pas une volonté d'essayer de faire des péréquations entre des machins qui n'ont pas de péréquation possible. Par exemple, vous imaginez bien que si on a un indicateur composite qui est tellement composite, qui permet à une entreprise très rentable qui fait travailler des enfants d'avoir un bon chiffre alors qu'elle fait travailler des enfants, en fait, on a fait exactement le contraire de ce qu'on voulait. Et inversement, si on a une entreprise
entreprise qui est assez correcte sur le plan de toutes ses pratiques, mais qui est gérée de manière totalement inefficace, là, ça créera un problème pour les investisseurs et dont ils se souviendront longtemps et qui aura aussi un effet contre-productif. Donc il faut faire très attention. Je pense que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la satisfaction de l'investisseur, in fine, l'investisseur, à la fin, si vous voulez, c'est des caisses de retraite, c'est des gestionnaires d'actifs. Donc c'est nous, c'est les contribuables. Il y a quelques super riches qui possèdent une partie de l'économie, mais 99% de l'économie, de façon très diluée, c'est nous qui la possédons. Et donc nous, effectivement, nous les gens, tous, ce qu'on veut, c'est que on va pas être satisfait si ce dans quoi on investit ou les gens qui investissent pour notre compte investissent font que on va être mort avant de pouvoir en profiter. Donc notre satisfaction, elle inclut le fait que nos investissements aillent vers des choses qui vont permettre à la société de fonctionner, parce qu'il y a aussi, encore une fois, on en parlait, tous les approvisionnements, tout le fonctionnement de la société, mais qui tendent vers quelque chose qui va augmenter les chances de survie de notre espèce dans la durée. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est le fait que cette valeur-là soit bien prise en compte et que l'évolution de la finance nous permette de bien la prendre en compte, c'est très important. Mais il faut faire attention aussi qu'on n'ait pas tous les effets de bord auxquels on a fait allusion. Merci beaucoup, en tout cas, pour être intervenu à cette table ronde. Je laisse le micro pour la suite des rencontres du développement durable et j'annonce à 11h10 un grand entretien avec Pierre Larouturou. Donc voilà, je vous laisse là le micro.